Hey, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Bon, juste j'ai un peu ma voix qui est défaillante, comme vous pouvez le remarquer. Je sais pas ce qui se passe, je pense que je parle trop. Mais ça ne va pas m'empêcher de tourner la vidéo de cette semaine. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mon bilan lecture de l'été qui est un peu moins important que celui du printemps où j'avais vraiment charbonné en termes de lecture. Là je me suis contentée de 7 livres. Et pour commencer, j'ai lu un livre que je vous avais présenté dans mon vlog à Toulouse, que j'avais acheté là-bas d'occasion à Giberjeff. Et c'est En finir avec les idées fausses sur les migrations, écrit par les États généraux des migrations, Sophie-Anne Bizio et une préface de François Héran. C'est un petit livre aux éditions de l'Atelier qui est sorti en mars 2020 et qui, je trouve, est absolument à lire au vu du contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Je m'explique. Comme son nom l'indique, c'est un livre qui va déconstruire ou du moins décrypter les idées préconçues qu'on peut avoir sur les migrations de manière générale. Et je trouve qu'au vu du contexte de la prochaine campagne présidentielle qui se rapproche petit à petit, au vu des premiers débats qui ont déjà eu lieu et le fait que les immigrations soient toujours au cœur de ces débats, il semblerait, peut-être que c'est le très bon moment pour lire ce livre, pour se renseigner afin d'avoir un avis peut-être un peu extérieur aussi à tous les discours qu'on peut entendre sur les médias. C'est vraiment un ouvrage qui est très accessible. Clairement, j'ai appris beaucoup de choses. Je l'ai trouvé très très révélateur sur la manière dont peuvent être instrumentalisés certains chiffres par les médias, par les politiques, etc. Bref, enfin après évidemment c'est un livre sur les migrations, tout le monde ne sera pas d'accord, mais je trouve que c'est bien de se faire un avis avec des chiffres, avec plein de choses qui sont expliquées d'une manière vraiment simple, très facile à lire. Enfin moi je m'en suis même fait un petit résumé comme ça dans les débats, hop hop hop, j'ai mes chiffres en tête, mais vraiment genre si vous pouvez, lisez-le. C'est pas un ouvrage qui coûte très cher et je pense qu'au vu du contexte, c'est un ouvrage sur lequel il faut se renseigner. Donc voilà, bon je lui ai mis 5 sur 5, mais encore une fois, ce genre de livre, je trouve ça toujours dur de les noter. Enfin, moi, je l'ai juste trouvé extrêmement complet, extrêmement intéressant tout en étant très facile à lire. Après, voilà, ça ce n'est que mon avis, c'est pas un ouvrage de grande littérature qu'on lit pour s'échapper du monde réel. Au contraire, on le lit pour bien s'ancrer dans le monde réel. Bref, après un livre très très sérieux, etc., je suis passée dans un nouvel univers de fantasy qui est un univers extrêmement construit et assez incroyable, puisque j'ai lu le premier tome de L'Empire d'écume de Andrea Stewart. C'est un livre que j'ai lu aux éditions Big Bang, donc en plus c'est hyper cool parce que j'ai la couverture hardback. Donc cette histoire se déroule dans un empire qui est contrôlé par une magie assez novatrice, je trouve. C'est ce qu'on appelle la magie d'os. Et nous, on va suivre Lynn, principalement, mais pas seulement, qui est la fille de l'empereur de cet empire, qui doit un peu lutter pour réussir à prouver à son père qu'elle est digne d'un héritage. Elle doit en partie lutter aussi parce qu'elle a oublié une partie de ses souvenirs suite à une étrange maladie dont on ne sait pas grand chose. Et alors que la révolte gronde presque jusqu'aux portes du palais, Lynn va tout faire pour développer son apprentissage de cette magie qui est peut-être bien plus dangereuse qu'on ne le pense. C'est en fait une magie qui consiste à récupérer les petits os derrière les oreilles des jeunes enfants pour ensuite fabriquer des chimères animales qui sont capables d'être contrôlées par la personne qui les a fabriquées. Voilà, Lynn, on va se demander jusqu'où elle est prête à aller pour arriver à son héritage, pour se faire comprendre par son peuple, pour se faire comprendre par son père, et c'était une grosse claque ce livre. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, c'est quand même un 4,5 sur 5 je pense. Et ce petit 0,5 manquant s'explique peut-être par le début, que personnellement j'ai trouvé un peu trop long. Quand je parle du début, c'est peut-être les 200 premières pages, en tout cas le premier tiers. Alors je pense que c'était pas le bon moment pour le lire. Peut-être que l'automne est un peu plus adapté à cet ouvrage, parce que c'est vraiment un monde fantastique assez impressionnant. Enfin franchement il est hyper complet, c'est un système de magie, je l'ai déjà dit, mais qui est totalement nouveau pour moi, j'ai jamais vu ce genre de truc, donc c'est assez impressionnant. C'est clairement de la fantasy adulte, on le ressent, je trouve, dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont les choses sont présentées. Toute la dynamique du livre est vraiment différente de ce qu'on peut retrouver dans les young adultes classiques. Ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'alternance des points de vue, qui n'est pas une alternance classique où juste on va suivre les personnages un par un, ce qu'ils pensent, chacun leur tour. Là, c'est pas ça, c'est on va suivre différents personnages qui, a priori, n'ont rien à voir. On ne sait pas qui ils sont vraiment. Enfin, on ne sait pas les liens qui existent entre eux. C'est assez perturbant, mais en même temps, ça fait qu'on enchaîne la lecture, on a envie de savoir ce qui se passe chez tout le monde, et j'ai trouvé ça assez cool, en fait, comme principe.
J'ai trouvé les personnages vraiment géniaux, j'ai beaucoup aimé encore une fois le système de magie que je trouve assez fabuleux. Je me suis posé au cours de ma lecture vraiment 1001 questions et franchement je suis assez contente parce que c'est qu'un premier tome mais j'ai déjà eu énormément de réponses. Alors pas tout, je me demande vraiment plein de choses encore, mais déjà pas mal de réponses, donc ça c'est cool parce que j'ai pas eu à attendre et juste à être complètement perdue à la fin du livre. Après je pense que ça reste un tome qui est très introductif puisque l'univers est extrêmement complexe, enfin je trouvais en tout cas, mais j'attends la suite avec impatience. Après avoir fini ce premier tome, je voulais une pause dans la fantasy et j'avais vraiment envie d'une lecture un peu sympa pour l'été, un truc qui vraiment me faisait sentir en été, surtout que bon, il faisait pas très beau et tout, donc si je pouvais amener un peu de soleil dans mes lectures, c'était parfait. Et pour ça, j'ai lu Comme dans un roman d'été de Émilie Henry aux éditions Le Cherche Midi. Alors, si vous ne connaissez pas ce livre, c'est une romance qui est géniale. Il y a le personnage de Augustus Everett qui est considéré comme un génie de la littérature. Il écrit des livres qui sont extrêmement bien écrits selon la critique littéraire un petit peu de la haute, vous voyez. En tout cas de la littérature sérieuse, si je puis dire. Et qui est un auteur qui réserve toujours des sorts assez désastreux à ses personnages, des destins qui ne sont pas les meilleurs, pour ne pas dire épouvantables. Et puis en parallèle de ça, on va suivre January Andrews, qui pour le coup ne compte plus les best-sellers, donc c'est aussi une autrice, juste elle est dans une autre catégorie puisqu'elle écrit énormément de comédies romantiques, donc là vous vous en doutez, c'est pas le même délire que les destins épouvantables réservés aux personnages d'Augustus. Ce sont deux personnages qui sont quand même plutôt aux antipodes l'un et l'autre, même s'ils sont liés par la littérature, et puis ils vont se rencontrer. Et ils vont se mettre au défi, l'un et l'autre, d'écrire pendant l'été un roman, mais qui correspond en fait aux critères, aux habitudes de l'autre. Et pour s'aider mutuellement, ils vont organiser des petites sorties pour permettre à l'autre de découvrir leur univers. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que Gus va amener January avec lui, rencontrer des personnes qui ont une vie qui est pas forcément très évidente. Et puis January, quant à elle, va emmener Gus faire des petites sorties un peu romantiques, un peu clichés, mais qu'on aime bien, tout ça. Et puis au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître. Et puis voilà, quoi. Vous avez très bien compris ce qui va se passer, c'est une romance. Honnêtement, c'est une lecture parfaite pour l'été. J'ai adoré déjà le fait que ce soit une romance avec un petit côté de littérature parce que ça ajoute une dimension qui est franchement très très cool. J'ai adoré la dynamique entre les personnages. Je trouve qu'on est vraiment parti en voyage en fait avec eux. On allait avec eux à tous leurs rendez-vous, faire les activités, etc. Et j'ai passé un très très bon moment. Je me suis énormément attachée aux personnages. Je l'ai lu assez vite, mais en même temps pas trop, et parce que j'avais pas envie de quitter les personnages en fait, tout simplement. En plus, j'ai beaucoup aimé leur petite relation un peu avec beaucoup de sarcasme, de blagues. C'est pas un truc où juste du jour au lendemain, houhou, on s'aime. Non, pas que je critique les gens qui aiment ça, mais moi j'aime bien quand ça prend du temps, quand ça se met en place, quand il y a toute la construction de la relation, et là j'ai trouvé que c'était le cas. J'ai trouvé que c'était une relation qui était extrêmement belle, et j'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture que je vous conseille si vous avez envie de découvrir une romance très sympathique. Je lis pas beaucoup de romances, mais j'avoue que ça m'a donné envie d'en lire plus. Ça doit être la deuxième ou peut-être troisième que je lis dans ma vie. Mais je sais pas, j'ai vraiment adoré et passé un super bon moment. Surtout après un truc de fantasy vraiment bien ouf, ça fait du bien. Et ensuite j'ai fait une petite pause, j'ai lu un petit manga comme ça vite fait, là en 1 ou 2 heures. J'ai lu le premier tome de One Piece. Je vais pas vous faire de résumé, j'ai rien à dire, juste j'adore One Piece. Je suis vers l'épisode 600 et quelques de l'animé et j'ai envie de commencer à lire petit à petit pour comme ça me fait des souvenirs en même temps que je regarde l'animé, etc. Et ensuite, après ça, j'ai lu La carte des confins de Marie Replin aux éditions PKJ. Et je dois vous avouer que ça a été une petite déception parce que j'adore Marie, qu'on se mette d'accord avant que j'explique quoi que ce soit, je la trouve géniale, je la suis sur Instagram, c'est Muffins and Books, je vous invite à aller la suivre. Vraiment j'adore qui elle est, enfin elle a l'air hyper sympa, elle me fait trop rire et voilà. Mais j'ai été un peu déçue par son livre, alors ne vous y méprenez pas, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu très très vite, mais pour moi c'est un 2,5 sur 5. Je l'ai déjà résumé dans une de mes dernières vidéos livresques, donc je vais pas le refaire, juste c'est une histoire de piraterie. Et peut-être que d'ailleurs c'est ce qui m'a un peu déçue, c'est que on me l'a vendu comme une histoire de piraterie avec un fond de romance très important, on m'avait dit que la romance prenait de la place, mais en fait je me suis carrément retrouvée presque avec une romance avec un fond de piraterie et de magie,
Et ok, j'aime bien la romance dans la fantasy, je trouve que ça ajoute toujours un truc. Mais là, c'est pas ce que je recherchais. Du coup, il y a eu cette petite déception quand même. Je dois avouer que j'ai trouvé peut-être l'écriture un peu trop simple, enfin un peu trop young adulte pour moi. Alors, j'aime beaucoup le young adulte, mais juste là, je trouvais que, en fait, on nous disait trop ce qui se passait. Il n'y avait pas assez de sous-entendus, tout était dit. Il y avait une alternance des points de vue entre Blake et Callie, mais je trouve que cette alternance de points de vue, elle n'apportait pas quelque chose comme c'est souvent le cas, mais au contraire, presque elle desservait la lecture parce qu'en fait, on savait tout le temps ce que pensaient les deux personnages de l'autre, et du coup, il n'y avait pas vraiment de tension. Je pense que il y a une volonté de faire un enemies to lovers, sauf que, en fait, la première fois où ils se rencontrent, ils se disent mutuellement dans leur tête « Ah putain, il est beau gosse lui quand même !» Je sais pas, moi j'aime bien quand les relations prennent du temps à se mettre en place, surtout quand c'est un enemies to lovers où, pour moi, si on s'aime pas, on peut pas se mettre à s'aimer comme ça d'un coup du jour au lendemain, genre « Waouh, ce matin je me suis réveillée, je suis amoureuse de toi !» En fait, pour résumer, je dirais que si je l'avais lu il y a quelques années, à l'époque où... Enfin, il y a pas mal d'années même, où je lisais des fanfictions, tout ça, j'aurais adoré. Je crois qu'à la base, c'était sur Wattpad, et en fait, je trouve qu'on ressent vraiment ce côté fiction sur Wattpad qu'on peut lire, ce qui n'est pas forcément dérangeant en soi, c'est pas... Voilà, mais juste... Bah, je pense que ça m'aurait plus plu il y a quelques années, là où maintenant c'est pas forcément ce que je recherche. Et puis le dernier livre que j'ai terminé avant mon déménagement, c'est Legend de Marie-Lou aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5, ce qui est pas mal, c'est pas un coup de cœur non plus, mais j'ai passé un très bon moment et je vais lire la suite avec plaisir. Dans ce premier tome, on va suivre June, qui est clairement une prodige de 15 ans, qui fait partie de l'élite de la société. Elle est brillante, elle est patriote, elle est même haut placée dans les rangs de l'armée. Et puis en parallèle, on va suivre Day, qui est le criminel le plus recherché du pays, on va dire, et que les autorités n'arrivent pas du tout à attraper. Donc a priori, vous l'avez bien compris, il n'y a aucune raison qu'ils se rencontrent. Mais le frère de June va être assassiné, et cette dernière va être persuadée que l'assassin de son frère n'est autre que Day, et va donc se mettre à le poursuivre dans une course intense pour prouver que c'est lui, pour le mettre derrière les barreaux et se venger en quelque sorte. Mais finalement, au cours de cette course-poursuite, il va peut-être y avoir des petites remises en question qui vont se faire du côté de June, peut-être aussi du côté de Day. Et puis tout un monde après s'ouvre avec beaucoup de nouvelles questions sur le monde qui les entoure, sur le gouvernement, sur les règles qui sont mises en place. Bref, plein de questions. C'est un premier tome. Et je l'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment addictif. Pour le coup, il y avait une alternance des points de vue qui était vraiment intéressante. Ça ajoutait un plus. Et je suis passée par plein d'émotions. Il y a vraiment un gros questionnement sur ce qu'est l'éthique, ce qu'est l'honneur, ce qu'est le devoir pour les personnages qui n'ont pas du tout la même vision l'un et l'autre. C'est hyper intéressant. Franchement, là-dessus... c'est top. Je trouve que la relation qui se met en place entre les personnages, elle est plutôt cohérente. Bon, il y a certaines réactions qui sont un peu immatures, mais bon, voilà, ils ont 15 ans en même temps. Mais c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a un peu dérangé aussi et qui fait que j'ai mis que 4 sur 5, c'est que je trouve que les personnages, ils ont que 15 ans et du coup, c'est un peu dur de s'identifier à eux. Et surtout, parfois, il y a des trucs un peu incohérents. Enfin, je veux bien que ce soit une prodige, mais comment ça se fait qu'elle soit hyper bien placée dans l'armée alors qu'elle a 15 ans et vraiment, ils font des trucs de fou et tout. Mais après, par contre, avoir une relation normale qui a fait pas gamin de 10 ans, ils savent pas faire. Et ça, c'était un peu perturbant parce qu'il y avait des moments, en fait, je me disais, en fait, faut pas que je pense qu'ils ont 15 ans, faut que je pense qu'ils ont genre 20 ans et ce sera plus facile à accepter parce que, voilà, après, c'est un détail et je pense que c'est juste pour ajouter une couche sur le fait que ce sont des jeunes prodiges et c'est vrai, ce sont des jeunes prodiges. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a un peu bloqué par moments. Bref, et on termine avec le seul livre que j'ai en ma possession, que j'ai lu depuis que je suis dans mon nouvel appartement. J'ai commencé à le lire en vacances cet été sur la plage et j'ai fini de le lire dans le RER. Donc voilà, franchement, il a pas mal bougé avec moi. Et c'est King Kong Theory de Virginie Despentes, je sais jamais comment on dit, aux éditions Le Livre de Poche également. C'est un écrit féminisme qui mérite un bon 4,5 sur 5. Pour moi. Pourquoi pas 5 sur 5? Juste parce que c'est un excès de 2006, donc il a un peu vieilli, c'est tout à fait normal. Franchement, c'est le premier écrit féminisme de ce genre que je lis, et il a plutôt résonné en moi. C'est un écrit qui est franchement assez cru, dans lequel Virginie Despentes est très franche. Elle passe pas par quatre chemins, elle y va et elle détruit tout, les préjugés, les machins et tout. Et puis elle parle, dans un langage qui est vraiment cru, comme si elle va pas chercher à mettre des mots magnifiques pour dire des choses qui ne sont pas magnifiques, disons. En fait, dans ce livre, elle va déconstruire un peu toute l'image de la féminité classique. Et je dois avouer que j'étais convaincue avant, mais je le suis encore plus après.
En tout cas, je pense que quiconque veut s'intéresser un petit peu au féminisme, à une nouvelle facette de celui-ci, devrait lire cet ouvrage, bon, qui est un peu un classique en plus. Honnêtement, il est très petit, il se lit très vite. Et puis dedans, ça parle de sujets qui vont pas faire plaisir à YouTube, c'est-à-dire ça parle de sexualité, de pornographie, de prostitution, de capitalisme, de viol. Bref, ça parle d'énormément de sujets qui touchent de près ou de loin les causes du féminisme. Et je vous invite à lire cet ouvrage. Dedans, elle exprime sa colère qui clairement nous prend au trip et fait qu'on s'investit dans la lecture, puisque c'est une colère qui, je pense, est légitime, surtout en 2006. En tout cas, c'est un très bon ouvrage et ça me donne envie de reprendre la lecture là. J'ai terminé pour ce petit bilan de mes lectures d'été. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces ouvrages, si ça vous a plu, si ça vous a déplu, si certains vous font envie ou d'autres au contraire ne vous tentent pas plus que ça. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir de discuter en commentaire. Ça aide la chaîne, vraiment. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci!